Les femmes sont vouées à être mariées ou à la clôture, donc à devenir religieuses. Jeanne Mance n'est ni mariée ni religieuse, donc elle n'est pas veuve non plus. C'est le récit des 30 premières années de Montréal qui sont complètement écrites du point de vue de Jeanne Mance, en fait. Et dans ce film-là, eh bien, on va retracer un peu chaque lieu du manuscrit, vont nous amener exactement où les choses se sont passées. Bonjour Madame Loyola. Bonjour. Vous êtes une spécialiste de Jeanne Mance. Qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire? Alors, beaucoup de choses en fait. Ce qui m'a d'abord animée dans cette personne, c'est qu'elle est pour son temps. Je dis toujours un peu avant-gardiste, je trouve très moderne. Mais c'est une femme qui me rejoint parce qu'elle est pour l'époque. Alors qu'à l'époque, on va nommer, vous savez, les femmes, elles ont un statut particulier, hein, et puis la maxime en latin dit pour les femmes, aut maritus, aut murus. Donc pour une femme, c'est soit un mari, soit un mur. Donc la clôture. Donc les femmes sont vouées à être mariées, à être destinées au mariage ou à la clôture, donc à devenir religieuses. Jeanne Mance est ni mariée, ni religieuse. Donc elle n'est pas veuve non plus, elle n'a pas de statut social à l'époque. Puis elle est respectée. Elle va au bout de son élan, au bout de son engagement. Je dis toujours ces termes-là parce que c'est vraiment ça. Puis ça vient me chercher, ça me passionne en fait, de voir comment elle a pu, elle, à cette époque-là, aller fonder une ville, fonder un hôpital dans un contexte hostile, dans un contexte où même en France, on est en pleine guerre de 30 ans. Elle vit dans un monde complètement incroyable à l'époque. Alors, l'époque, c'est à quel moment exactement est-ce que Jeanne Mance va naître? Puis qu'est-ce qu'elle nous apporte encore aujourd'hui? Je l'entends un peu dans ce que vous dites, mais pourriez-vous nous en dire plus? Bien, Jeanne Mance, donc c'est le 17e siècle. Elle naît à Langres, donc qui est ma ville natale aussi, en 1606, donc au début du 17e siècle. Elle arrive à Montréal, on va dire en 1642, hein, au moment où on dit que Montréal est fondé le 17 mai 1642, mais elle arrive avant à Québec, puisqu'on passe une année à Québec avant d'arriver à Montréal. Et elle quitte sa ville natale, donc Langres, située en Champagne méridionale en France, en 1640. En 1640, donc on est à ce moment-là en pleine guerre de 30 ans. Il y a la peste aussi, il y a la grande peste qui est arrivée à Langres quelques années avant à peine. On a des témoignages écrits donc de cette époque-là, de l'abbé Clément Macheret à Langres qui a laissé un manuscrit qu'on a encore, qui est conservé à la Société d'histoire et archéologique de Langres. Donc, il nous témoigne de tous ces moments-là. Évidemment, on ne parle pas de Jeanne Mance, elle n'est pas connue à ce moment-là, mais on parle de tout le contexte de l'époque dans sa ville natale, qui est une ville à l'époque d'à peu près 10 000 habitants. Et c'est ça, donc, la guerre de 30 ans est arrivée en France en 1635, et on est dans ce contexte de la réforme catholique, donc, où on veut recréer, il y a des groupes de personnes qui se rassemblent, beaucoup des dévots, hein, qui veulent recréer, reconstruire une société nouvelle, qui ne croit plus en ce catholicisme de cette époque-là, qui déjà a commencé à virer, à se transformer. Et on est en pleine, donc c'est cette guerre qui oppose les catholiques et les protestants, hein, qui est une guerre souvent même fratricide. Donc c'est très difficile l'époque du moment. Et il y a ces groupes de personnes qui veulent essayer de recréer quelque chose de nouveau. Et c'est là que Jeanne Mance va commencer de fil en aiguille à s'insérer dans ces mouvements-là, à rencontrer des gens. Elle a déjà un carnet d'adresses. Et puis elle vient aussi de la moyenne bourgeoisie. Son père est procureur au bailliage royal de Langres. Donc il est déjà, lui, impliqué complètement dans la société. Elle est issue d'une famille de 12 enfants, la deuxième, après sa sœur aînée.
il n'y a pas de mortalité infantile élevée dans la famille. Je dirais que la famille va bien, ils sont assez aisés. Et elle sait, comme je dis toujours, elle sait lire, elle sait écrire. Je dis ça aux jeunes dans les écoles. Est-ce que c'est normal qu'on voit la signature de Jeannance? Ben oui. Ben non, parce qu'à l'époque, les femmes n'écrivent pas, ne vont pas nécessairement à l'école ou n'apprennent pas, à part quand les Ursulines commencent à arriver. Donc, elle a quand même une certaine éducation. Et puis peut-être aussi par son père qui lui a appris à comment peut-être rédiger les lois, les contrats. Elle connaît toutes ces choses-là. Parce que vous dites que son père, il fait du bailliage, c'est ça? C'est un mot que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Le bailliage royal, c'est un peu on va dire, le centre des impôts. En tout cas, c'est lié aux finances. Je ne serais pas assez habile pour le nommer, mais il est vraiment, c'est un homme de loi, si on veut. Donc, puis le bailliage, c'est comme une administration locale, en tout cas, comme une circonscription administrative donc, qui entoure Langres et alentour. Et ça doit être un peu comme les diocèses qui sont, ou les paroisses qui délimitent. Voilà, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Est-ce que vous pourriez nous parler des intuitions de base? Parce que Jeanne Mance est importante dans la construction de Montréal. C'est quoi les intuitions de base qu'elle avait quand elle est arrivée? Mais moi, je crois que dans ce contexte de l'époque, on est donc dans ce mouvement où on veut aller refaire, on veut recréer une société nouvelle. Donc pour moi, les intuitions, si on pourrait parler comme ça, c'est comment recréer un monde meilleur sans guerre, un monde où il n'y aurait pas d'inégalité sociale, ça c'est l'évidence aussi du projet de Montréal, un monde où on pourrait, comme je dis souvent, mélanger les tipis et les cabanes en bois. Tu sais, on va vivre ensemble. On a beaucoup parlé pendant le 375e anniversaire de Montréal de ce projet du vivre ensemble. Et c'est un peu ça qui est devenu aussi Montréal, au fond, avec toutes ces communautés réunies. Donc, je crois que Montréal, les intuitions de base sont vraiment là. Comment voilà, vivre au mieux. Et je dis souvent aussi que c'est un projet qui était ni mercantile ni militaire. C'est un projet complètement désintéressé. Alors, on veut, et on le lit aussi à travers le manifeste du départ, les véritables motifs de messieurs et dames grâce à Jeanne Mance, qui est la première femme membre de la Société de Notre-Dame de Montréal. Donc, les véritables motifs de la Société de Notre-Dame de Montréal, qui retracent un peu cet élément-là. Et à un moment donné, on peut lire « Un écu nous fera plus d'une centaine à d'autres ». On n'a pas besoin d'argent, là, on rapiéçait d'ailleurs les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, qui étaient démunies en arrivant, rapiéçaient, et je crois que c'était dans un témoignage, peut-être bien qu'on retrouve de Paul de Chemédé de Maisonneuve, qui dit à quel point il n'y avait même plus un endroit de leurs vêtements qui était d'origine, tellement c'était rapiécé et recousu. Donc, on vit avec rien, c'est un peu cet esprit-là, on parle aussi d'une société un peu utopique. Aujourd'hui, on pourrait dire ça comme ça, parce que est-ce que ça, c'est réaliste? Donc, c'est vraiment une société où on veut... et à un moment donné, ce que je trouvais très joli aussi, c'est qu'on peut lire que tout ce qu'on ne pourra pas faire en 1 an, on le fera en 10. Ce qu'on ne peut pas faire en 10, on le fera en 100. Puis à un moment donné, puis on est très, très pieux à l'époque et tout est beaucoup tourné autour de Dieu. Eh bien, il dit pour Dieu, 1000 ans ne lui est qu'une heure. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est aujourd'hui, si on peut revenir à maintenant, on est comme 375, 400 ans plus tard. On est encore dans ce fameux 1000 ans et on en parle. Il y a quelque chose de très réaliste, en tout cas, dans ce que j'entends, de se dire, bien, on ne peut pas le faire dans les médias, on va prendre un petit peu plus de temps. C'est très concret, le projet de Montréal. C'est des gens qui sont pragmatiques. On a beaucoup dit aussi que ce sont des gens très mystiques. Ça ne gâche rien. Ils sont très, comme je dis, pieux, ils prient beaucoup, ils croient beaucoup en Dieu. Tout est... Puis à l'époque... Comme je le nomme aussi dans mon premier film, La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance, il y a un historien, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien qui est interrogé, qui vient de Langres, M. Viard, et qui dit à un moment donné, bon, pour l'époque, le contexte de l'époque, c'est ça, tu sais,
quelqu'un qui ne va pas à l'église, il est inconnu. Parce qu'il faut pour être baptisé, en général, l'enfant naissait tout de suite dans la même journée, le lendemain au maximum, il était baptisé dans l'église. Il rentrait dans la communauté. C'est ça, et puis c'est surtout baptisé, ça veut dire lui donner un nom de baptême. Donc il devient nommé, donc il n'est pas inconnu. Quelqu'un qui n'est pas baptisé, il est inconnu. Donc je trouvais ça une façon de dire, si on ne va pas à l'église, on n'existe pas. Donc l'église est partout dans ce monde du XVIIe siècle. Et ça fait partie de notre histoire, c'est de là d'où on vient. Donc, et je trouve ça intéressant de voir combien... Donc oui, ils sont très mystiques, mais à la fois, on n'est pas dans des considérations, comment dire, célestes. Ou... Non, on est pragmatique, on a besoin d'argent, on a besoin de monde, on va chercher une centaine de colons, donc par exemple pour la grande recrue de 1653, et comme je le nomme là dans mon troisième film, La ville d'un rêve notamment, et on voit les actes d'engagement de ces personnes-là, de ces hommes-là, mais ce ne sont pas des militaires qu'on envoie, ce sont des gens de métier. Donc on va chercher du renfort pour nous aider à construire la ville de Montréal, mais on a besoin d'un charpentier, d'un menuisier, d'un chirurgien barbier, d'un défricheur, d'un pâtissier aussi, parce qu'il y a des corps de métier qui sont pour tout. Donc on construit une ville. Et ce que je nomme aussi dans mon troisième film, La ville d'un rêve, ce qu'on voit, on peut le réaliser, mais c'est qu'on a construit à Montréal une école, non, dans l'ordre, un hôpital et une école avant de construire la première église. Donc, on va vraiment construire une société nouvelle à Montréal en arrivant. On sent vraiment qu'il y a comme une vision avant. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle démarre avant de partir de la France, puis s'en venir ici? Ou c'est en arrivant ici que les gens vont voir avec Jeanne Mance et tout ça, les premiers arrivants, dire OK, comment on bâtit ça concrètement? Non, tout était écrit. Le projet de Montréal a été rêvé, pensé, écrit avant de se concrétiser finalement en arrivant. Et ces gens qui ont écrit ce projet-là, l'initiateur, le promoteur, la personne, les maîtres penseurs, mais celui qui a réellement comme mis ça de l'avant pour aller chercher ensuite des gens pour l'aider, c'est Jérôme Leroyer de la Dauversière. Donc Jérôme Leroyer de la Dauversière, c'est on peut dire quasiment l'initiateur du projet de Montréal. Il faut savoir que c'est lui qui a engagé Jeanne Mance et Maisonneuve pour venir fonder la ville qu'il avait donc pensée, écrite Montréal, qu'on connaît aujourd'hui. Et ce Jérôme Leroyer de la Dauversière, ce qui est intéressant, c'est un père de famille. Encore une fois, c'est un gars qui est très concret. Il est marié avec Jeanne de Beaugé, 5 enfants. Donc, il est, lui, receveur, on dit des tailles les impôts. Donc, il va faire le tour des villages alentours. C'est comme ça qu'il rencontre aussi beaucoup les gens. Et c'est pour ça que les gens, donc il vient de la ville de La Flèche, donc non loin d'Angers, qui est dans l'ouest plus de la France. Et c'est lui qui a ce projet de fonder Montréal, et il va s'associer ensuite avec Jean-Jacques Ollier, qui est le fondateur des Prêtres de Saint-Sulpice à Paris, et puis d'autres. Et puis, il va engager Maisonneuve et Jeanne Mance, qui deviennent également membres donc, de la Société de Notre-Dame de Montréal, société qu'il a fondée pour fonder Montréal, en fait. Et il est aussi le fondateur de la Congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, donc un père de famille qui fonde une congrégation de sœurs qui vont être, non pas habillées, mais qui vont être ni dans la clôture, mais pour pouvoir voyager, un peu comme les Sœurs de la Charité de Vincent de Paul. Donc, le but était vraiment de fonder une congrégation de sœurs qui pourrait aller aider à l'hôpital que Jeanne Mance va fonder, puisqu'il a engagé Jeanne Mance pour fonder un hôpital. En tout cas, c'est comme tout ça était écrit avant. Moi, je dis souvent, Montréal a été pensé, rêvé, parce qu'on rêve ce projet-là, puisqu'on ne l'a pas encore vu exister, mais ce rêve est devenu très, très, très réalité, puisqu'on en parle encore, comme je dis aujourd'hui. Montréal existe de ce projet-là au départ. Et d'où le titre, j'imagine, de votre troisième film sur Jeanne Mance, La ville d'un rêve. Oui, exact. Vous avez fait un tournage à l'Hôtel-Dieu à Montréal, et puis vous avez été touché notamment par le prendre soin. Est-ce que vous voyez ça encore dans le Québec d'aujourd'hui? Oui. Nécessairement, en fait, moi, ce qui est venu me chercher dans ce tournage-là, c'est que
tout ce que j'avais lu dans mes sources qui m'ont permis de faire mes films, en fait. Donc, c'est des sources manuscrites du début de Montréal, du début de cette colonie. Notamment, je pense, pour ce cas-ci, aux Annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal de Marie Morin. Okay. Tout ce que je lisais à l'intérieur de ces textes-là, ou même les constitutions qu'on voit dans mon troisième film, La Ville d'un rêve, les constitutions de Jérôme Leroy de la Dauversière qu'il a écrites pour fonder, justement, pour constituer la congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. À un moment donné, je dis ça dans le film. Je cite, « On donnera la meilleure viande aux plus malades. On servira les autres de viande commune. » Et lorsque je tournais à l'Hôtel-Dieu de Montréal, 375 ans plus tard, la sœur la plus âgée qu'on voit dans le film, sœur Helen Davis, qui est dans ce film, elle ne dit pas ça dans le film textuellement, mais elle me l'a dit pendant nos séances de repérage, mais elle me disait, on donnait les tomates les plus rouges aux plus malades. Alors, c'est comme si 375 ans plus tard, se prendre soin, vous me dites, ce don de vouloir donner le meilleur parce que les malades sont vulnérables, ça s'est complètement retransposé à l'époque d'aujourd'hui. Je l'ai vu à travers les murs de l'Hôtel-Dieu, je l'ai ressenti. Je suis moi-même restée bénévole 2 ans à l'Hôtel-Dieu de Montréal parce que j'ai la chance, comme je dis souvent, de ne pas être malade. Donc, je ne connaissais pas les hôpitaux, mais je devais faire un film sur l'Hôtel-Dieu parce que c'est l'œuvre de Jeanne Mance. Et puis, il était pour être fermé. Ça venait d'être annoncé au moment où j'ai décidé de faire le film. Et je me dis, mais on ne peut pas fermer une institution, la seule institution à Montréal qui a le même âge que la ville. Et pour moi, c'est important de pouvoir témoigner des dernières années de vie à l'Hôtel-Dieu. Et tout ce qu'on voit dans ce film, en fait, n'existe plus parce que c'est fermé. Et ça devient comme un document d'archives. Et si on relit les textes du départ, donc est-ce que ça se retranspose à notre Québec d'aujourd'hui? Je dirais oui, dans le sens où moi, j'ai pu voir qu'en tout cas, entre l'année 0, 1642, et l'année 2017, 375 ans plus tard, au moment où il ferme, il y avait exactement les mêmes valeurs humanistes, don de soi, de prendre soin. Et d'ailleurs, le film est construit de cette façon, de telle sorte que c'était ça le but, en fait. L'Hôtel-Dieu, je le vois comme un malade, puisqu'il est dans sa fin de vie, puisqu'on sait qu'il va fermer. Et on prend soin de lui comme d'un malade. Et on peut voir ça à travers différentes images. Et ça, c'est des choses qui me sont venues, qui m'ont été livrées à la caméra comme je n'avais pas choisi, demandé. Quand on fait du documentaire, il y a des choses qui nous arrivent parfois. Mais pour cet exemple-là, à un moment donné, c'était Marc, le peintre en bâtiment à l'Hôtel-Dieu, qui repeignait les corridors, etc. À un moment donné, il est devant la porte qui mène au couvent des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, donc qui sont encore là actuellement dans ce corps de bâtiment, mais tout a été cédé à la ville pour leur partie. Et l'Hôtel-Dieu, comme tel, l'hôpital appartient toujours au gouvernement du Québec, mais on ne sait toujours pas quel est l'avenir de ce bâtiment-là. Cependant, cette porte-là qui mène de l'hôpital aux religieuses, il avait acheté de sa poche un petit flacon de peinture dorée pour repeindre juste la petite bande de bois qui contourne finalement la porte. Et je trouvais ça magnifique. Effectivement. Donc, quand on parle de prendre soin, ça va dans une symbolique au-delà du malade. Il prenait soin de l'âme des lieux. Il prenait soin, dans ce geste-là, il prenait soin des religieuses, de leur histoire. Il prenait soin du bâtiment en même temps. Il prenait soin... Donc, on voit toute l'âme et le cœur à l'ouvrage que tous ces gens que vous voyez dans le film mettent. Et c'est tout le monde, là. C'est des sous-sols, aux salles d'opération. On voit des bénévoles, des artistes. Il doit y avoir une âme presque là, dans le bâtiment, avec ce que vous nommez. Oui, et je suis même retournée d'ailleurs à l'Hôtel-Dieu parce que je voulais, c'est drôle, mais je voulais, une fois que l'Hôtel-Dieu a été fermé, je suis retournée pour faire un court-métrage qui s'intitule « Les âmes errantes ». Il dure 12 minutes. C'est un tableau un peu impressionniste, qui n'a rien à voir. Ça reste un documentaire. Mais là, j'ai voulu, en fait, retourner sur les lieux pour écouter ce que les murs avaient à nous dire. Et là, c'est comme s'il y a des élans, des choses qui réapparaissent. Alors, il faut le voir. Oui, c'est une surprise.
Vous parliez des documents auxquels vous avez fait référence, documents historiques. Est-ce que ceci, on pourrait dire que c'est votre principal document ou votre Bible, si on veut, pour avoir bâti vos documentaires? Oui, en fait. Il est très utilisé. Alors, il est très utilisé, puis il a pris l'eau. Il y a plein de marque-pages. C'est parce que j'identifie les sections qui correspondent, en fait. Ça, c'est l'histoire du Montréal de François Dollier de Casson. C'est une retranscription donc de 1992, édition critique annotée par les historiens Marcel Trudel et Marie Baboyan, qui ont fait un travail extraordinaire au moment du 350e anniversaire de Montréal, donc en 1992, en retranscrivant donc non seulement ce texte qu'on avait déjà retranscrit par le passé, mais qui en ont fait une édition critique vraiment avec beaucoup de détails. On a dans l'introduction toute l'histoire même du manuscrit. C'est pour ça que dans La ville d'un rêve, ça devient vraiment le fil d'Ariane du film, parce que j'ai eu depuis le début, ça fait 15 ans que j'utilise cette même histoire. En fait, c'est le récit des 30 premières années de Montréal qui sont complètement écrites du point de vue de Jeanne Mance. En fait, pour moi, c'est Jeanne Mance qui a dicté à François Dollier de Casson, donc le sulpicien qui a écrit cela, en 1672, au moment où lui-même a fait une chute sur les eaux glacées du Saint-Laurent, se retrouve en convalescence à l'Hôtel-Dieu et découvre certainement Jeanne Mance, donc 1 an avant la mort de Jeanne Mance, et qui réalise un peu toute cette histoire-là. Mais lui, il venait juste d'arriver à Montréal, donc il ne pouvait pas connaître toute cette histoire-là. Puis c'est peut-être en parlant qu'il a dû... Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais tout y est basé sur son récit à elle, à partir du moment où elle quitte Langres en 1640. C'est d'ailleurs, le récit, c'est 30 ans, 30 chapitres, 1 an par chapitre, qui va d'un automne à un autre, c'est-à-dire en fonction de l'arrivée des navires, donc en fonction de l'arrivée des nouvelles. Et à ce moment-là, il nous raconte un peu, donc on voit que tout le récit du début, c'est vraiment par elle-même. On apprend des choses sur Langres, comme elle dit, qui est aussi ma ville natale, donc c'est venu me chercher. Mais tout y est raconté de son point de vue à elle. J'ai bien d'autres exemples à donner pour cette raison, mais en fait, tout est parti pour faire mes films de ce manuscrit-là. Puis là, je le mets vraiment en exergue, si on veut, dans le dernier film, en allant d'ailleurs chercher l'original qui est à Paris, à la Bibliothèque Mazarine, et c'est ce qu'on voit dans le film. Vous dites que vous êtes de Langres et Jeanne Mance aussi. Est-ce qu'à Langres, Jeanne Mance est très connue? Alors, Jeanne Mance a toujours fait partie de mon environnement social, culturel. Moi, j'ai toujours connu la statue de Jeanne Mance à Langres qui a été érigée en 1968. Je suis née 2-3 ans plus tard, donc j'ai toujours vu cette statue-là, qui est la seule statue d'ailleurs au monde où on a une Jeanne Mance qui se tient debout. Donc, quand même intéressant. Position de la montagne, le regard droit devant, elle est vraiment... Mais, donc, oui, Jeanne Mance, il y a une place Jeanne Mance, il y a une école Jeanne Mance, un centre médical Jeanne Mance, mais je ne connaissais pas Jeanne Mance parce qu'on ne nous en parle pas, on n'apprend pas l'histoire de Jeanne Mance, parce que ça ne fait pas partie du programme scolaire français, mais on n'apprend pas l'histoire du Québec ou de la Nouvelle-France en France. Donc, on ne connaissait pas cette histoire-là, à moins... Bon, il y a une association Langres-Montréal, qui existe à Langres depuis les années, avant les années 60, qui est très dynamique et qui... mais voilà, il faudrait que ça aille dans les écoles en plus, il faudrait qu'on aille chercher... Donc, on ne connaît pas nécessairement... Jeanne Mance plus que ça, à moins de s'intéresser à l'association ou de s'intéresser à Montréal, au Québec, et puis tout à coup se dire « Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Mais sur le socle de la statue de Jeanne Mance, c'est écrit « Fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal ». Donc ça, je le savais. Mais fondatrice de Montréal, je ne le savais pas, là. Et c'est en assistant à Montréal, mais 6 ans après que je sois arrivée à Montréal, à une conférence que donnait l'historien Jacques Lacourcière, qui s'intitulait « Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal », que là, j'ai réalisé, en fait, que Jeanne Mance, cette femme qui venait de la petite ville française, qui m'avait vu naître et grandir, avait cofondé ce qui est devenu plus tard la 2e ville francophone du monde et que ça avait été oublié pendant 350 ans. Donc, pour moi, il y avait une urgence de faire mon premier film, dont le propos, évidemment, c'est Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. Et tous les sources me viennent de ce manuscrit au départ, en fait, parce que tout y est raconté. Et pour moi, c'est vraiment quasiment authentique parce que
c'est un témoignage quasiment direct, là. Il reçoit le témoignage de Jeanne Mance pour raconter tout ça. Il y a beaucoup d'événements qui concernent que Jeanne Mance, que personne d'autre qu'elle n'aurait pu raconter. Donc pour moi, c'est très, très clair. Dans vos films, on sent beaucoup votre curiosité, votre ouverture d'esprit, votre sensibilité. Quand vous regardez ce qui s'est fait dans le passé, pouvez-vous nous parler de vos valeurs, de cette touche personnelle qui guide votre recherche? Mais tout d'abord, j'ai commencé à faire ce projet-là. Moi, je suis arrivée dans cette recherche et puis en cinéma documentaire indépendant, un peu plus sur le tard, parce que je travaillais en cinéma, en télévision, mais pour la télé, en tout cas pour le cinéma plus large. Et à un moment donné, je voyais des films qui me touchaient énormément. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi en distribution, notamment la distribution des Contes pour tous, qui sont des films avec beaucoup de valeurs aussi, familiales. Et je m'occupais de distribution, puis on avait dans notre catalogue aussi bien d'autres films, puis on allait chercher des projets qui venaient nous animer. Donc on allait dans des festivals voir des films. Et à un moment donné, j'ai vu un film extraordinaire qui m'a vraiment animée. Puis là, je voulais essayer de le proposer pour que les gens d'ici le voient. Mais là, on me revenait, on me disait « Ah, c'est un film, ça ne fera pas assez de codes d'audience, ça ne fera pas assez d'argent. » Donc c'est vrai que quand on est dans un milieu plus commercial, ce qui était le cas dans le cadre dans lequel je travaillais, eh bien, on est confronté à ça. Et à un moment donné, j'ai eu cette présence d'esprit de se dire « Je veux faire mes films. » Alors, j'avais commencé par des projets sur le tourisme équitable, sur le tourisme responsable. J'avais beaucoup travaillé sur des voyages, des documentaires de voyage. Donc, tout à coup, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a moyen de voyager de façon plus responsable à la rencontre des populations locales, donc, etc. Bon, j'avais développé ça. Puis, à un moment donné, je me dis, pourquoi aller à l'autre bout du monde, parce que j'allais vraiment dans plusieurs pays pour faire ces projets-là, quand je pourrais en faire un qui se passe au pied de chez moi. Et puis là, m'est venue cette idée de... J'habite en face de l'école secondaire Jeanne Mance à Montréal, c'est tout à fait un hasard. Et puis ma mère est encore à Langres, donc pourquoi pas aller là pour aller... Donc en fait, tout m'est venu de ce point qui me rejoint aussi beaucoup dans les débuts de Montréal, dans l'esprit de la vision aussi qu'avaient ces gens-là, dont Jeanne Mance, de faire une société tout à fait désintéressée, où c'est pas l'argent qui va primer. Donc on est vraiment... transporter des valeurs. Donc moi, c'est venu tellement me chercher que c'est un peu ça que je fais aujourd'hui à travers mes films, malgré moi finalement, parce que c'est... et finalement, je choisis aussi, donc en ayant fait ce virage un peu à 180 degrés dans ma carrière, qui reste quand même dans le même domaine, mais c'est parce qu'il y a bien des domaines dans l'industrie, on va dire, du cinéma et de la télévision, d'être dans la création et de choisir. Mais comme j'avais aussi distribué, donc je m'occupe aussi de la distribution de mes propres films. Donc j'accompagne mes films par la main à la rencontre de leur public. Et ça, c'est un bonheur total de pouvoir non seulement en parler, répondre aussi à des questions, développer, débattre aussi parfois, mais aussi à la rencontre des jeunes dans les écoles. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Je fais faire des films sur Jeanne Mance aux enfants. On s'amuse follement. On fait des ateliers. Mais c'est un peu Pour moi, il y a une transmission aussi. On est dans une époque un peu charnière en ce moment où il y a quelque chose de notre histoire qui s'arrête, qui commence à se transformer. On le voit moi, je le vois tout simplement aussi par la congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui arrive au bout de leur... elles n'ont pas de relève, donc elles sont en train de faire leur legs au maximum. Et là, je me dis, mais c'est elles qui portent sur leurs épaules toute cette histoire de 350, 375, 380 ans, ou bientôt 400, on va le dire comme ça, plus rapidement, ans d'histoire de Montréal, portée par Jeanne Mance. Et je pense que là, il faut laisser des témoignages. Donc, il y a comme un devoir de mémoire, il faut laisser des traces. Peut-être pour qu'il y ait à un moment donné un relais ou que tout à coup un enfant, à un moment donné dans une classe, va être animé puis se dire tiens, c'est ça que je veux faire, soit du cinéma, ou c'est ça que je veux faire, de parler de Jeanne Mance peut-être. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui peut animer les jeunes aussi, donc j'aime beaucoup aller aussi vers les jeunes. C'est peut-être dans votre jeunesse d'avoir autant de monuments autour de vous qui parlaient de Jeanne Mance, de vous retrouver devant l'école Jeanne Mance. Voilà, c'est un peu ce que vous souhaitez à de jeunes générations. C'est peut-être un peu ce qui vous est arrivé.
Vous êtes originaire de la France, vous l'avez dit. Quand vous êtes arrivé, quelle a été votre perception, vos impressions peut-être, je devrais dire, sur la société québécoise, sur ses richesses, peut-être sur ses défis? Hey, c'est drôle parce que la façon dont j'ai perçu parce que c'est un changement de vie, hein, mais je suis arrivée, en fait, j'ai immigré à Montréal après y être allée maintes fois. Donc, je connaissais Montréal, ben, pas pour y avoir vécu, mais je connaissais assez bien Montréal pour y être allée à de nombreuses reprises pour le travail, personnellement. Et à chaque fois, je me disais, c'est là que j'aimerais être. À chaque fois, je me sentais... Des fois, il y a un état d'être. On se sent bien là où on est, puis on se dit, c'est là qu'on veut vivre. Et ce que j'ai toujours trouvé, et ce que je m'amuse à dire un petit peu, c'est que, bon, moi, j'ai vécu mes 18 premières années à Langres, donc cette petite ville où Jeanne Mance est née. Et j'ai ensuite vécu 15 ans, à peu près, une quinzaine d'années à Paris. Okay. Et pour moi, Paris, j'y étais comme dans une prison. J'étais pas bien à Paris. Il y avait quelque chose qui était... Et peut-être aussi la pression de la société. On travaille fort. Il y a un système aussi, quand on travaille, en tout cas en France, ce que j'ai ressenti très, très hiérarchique. J'étais pas bien dans cette société-là, en fait. Et je trouvais qu'à Montréal, eh bien, c'était le juste milieu entre Paris et Langres. Alors, tout à coup, je me suis sentie bien là, et je continue à m'y sentir bien. Donc, à Montréal, au Québec, je me sens comme chez nous. Enfin, maintenant, ça fait quasiment la moitié de ma vie que j'y suis, donc il n'y a plus de différence entre les deux. Ça fait partie de moi, si on veut. Mais je veux dire, c'est un peu ça que je pourrais dire sur ce point. On parle de Jeanne Mance depuis un petit bout de temps. Vous nous avez parlé aussi de l'héritage catholique chrétien dans la Fondation de Montréal. Qu'est-ce que vous auriez le goût de nous dire, nous, comme contemporains, à tous nos contemporains, face à l'héritage catholique qui a façonné le Québec d'aujourd'hui? Ah! Mais moi, ce que je retiens là, c'est je dirais, c'est le côté, en tout cas, et encore une fois, je vais reparler plus peut-être pour Montréal, parce que c'est cette histoire que je connais particulièrement et que j'ai plus étudiée, évidemment. Moi, ce qui m'anime dans ce qu'ils sont venus faire, c'est toutes ces valeurs. Donc, pour moi, l'héritage est là. Pour moi, je le vois comme des valeurs ou même des croyances, en des façons ou des visions qui nous rejoignent encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est... il y a beaucoup de monde encore qui rêve d'un monde meilleur quand ça ne va pas bien, qui rêve qu'il n'y ait pas de guerre, qu'on ne soit pas malade, qu'il n'y ait pas d'épidémie. C'est tout exactement ce que vivaient ces gens-là à l'époque. Et je crois qu'il faut considérer un peu cette histoire-là pour ne pas perdre ces valeurs-là. Alors qu'elle s'appelle héritage catholique ou héritage d'une autre religion ou d'un autre système, moi je pense que j'irai plus vers des valeurs qui vraiment me rejoignent parce que c'est ça qu'on veut transmettre. On peut avoir des confessions de toute origine, mais si on rejoint les mêmes valeurs, on vit ensemble, on est gagnant. Je crois que c'est plutôt là. Et je crois qu'on a ça beaucoup au Québec aussi, cet altruisme-là qui était très, très présent dans les débuts donc encore une fois, donc je parle de la Fondation de Montréal particulièrement, mais que j'ai vraiment ressenti même moi en arrivant 350 ans plus tard, 375 ans plus tard, 300 ans plus tard, 300 et quelques années plus tard. Donc on est plusieurs siècles, disons, plus tard. On est vraiment dans cette... une empathie, un altruisme, un aspect plus humain dans les relations. Je crois que c'est ça que j'ai envie de retenir. Oui. Vous avez produit, réalisé 3 films. Pouvez-vous nous parler de chacun d'eux, s'il vous plaît, en quelques mots? Ah, en quelques mots. Alors, tout d'abord, j'ai produit et réalisé donc, La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance, qui est en fait un film où je retourne sur les pas de Jeanne Mance, comme nous venons de la même ville, elle et moi, et qu'on a immigré, ou enfin en tout cas voyagé, ou fait le même parcours géographique, à 400 ans d'intervalle à peu près. Donc je retourne sur ces pas, et finalement je filme ma propre recherche à la découverte des traces qu'elle a pu laisser.
Et c'est ce qui nous apprend que finalement, et c'était ça le propos soutenu par le film, qu'elle est donc cofondatrice de Montréal. Et d'ailleurs, ce film a permis à la suite, d'enclencher un processus historique à sa sortie, en fait, le 8 mars 2011, pour qu'elle soit reconnue officiellement fondatrice de Montréal à l'égal du fondateur Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve. C'est l'intitulé de la proclamation qui a été publiée le 17 mai 2012. Donc, un an plus tard, ça a été rapide. C'est ça, exactement. Alors, ça, c'est le premier film. Le deuxième film, ça s'est poursuivi. L'aventure, comment? Alors, l'aventure, comme on sait que Jeanne Mance a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal et qu'on le nomme dans le premier film, et qu'à ce moment-là, en 2013, donc après qu'elle ait été proclamée fondatrice de Montréal, on apprend dans les journaux qu'on veut vendre l'Hôtel-Dieu de Montréal. Là, je me dis, on ne peut pas vendre l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est l'âme de Montréal, c'est là que tout a commencé, c'est le cœur de la ville. C'est la seule institution à Montréal qui a exactement le même âge que la ville et on veut le vendre. Donc le gouvernement du Québec a finalement reculé sur cette décision de vendre parce qu'il y a des comités de citoyens qui se sont mobilisés, une coalition Sauvons l'Hôtel-Dieu. Puis moi, je suis partie avec mon bâton de documentariste pour filmer les dernières années de vie avant que ça ne ferme, ce qui donne... donc c'était un peu comme on était dans une urgence de filmer les derniers moments à l'Hôtel-Dieu. Et on retrouve dans ce film, en fait, les 2 dernières années de vie à l'Hôtel-Dieu. On va du sous-sol au toit de l'Hôtel-Dieu. On est avec les sœurs, on est dans le jardin, qui est un jardin donc patrimonial aussi, puisque c'est issu des traditions du Moyen-Âge. Donc, de faire des hôtels-dieux avec des jardins, vergers, etc., qui vont nourrir la communauté, les malades. Et puis, on retrouve un peu de cette sorte de vie, comme je dis souvent. Je crois que dans le résumé, je nomme que on côtoie la vie, l'amour et l'amitié et la mort dans ce film. Donc, et ça ne s'est pas arrêté là, puisque vous avez fait un 3e film que moi j'ai eu la chance de voir et d'apprécier. Quel est-il? Ça vient boucler une trilogie, en fait? Voilà. Je ne sais pas si j'ai nommé le titre du film. C'est Le Dernier Souffle au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Oui. C'est la fin de vie de l'Hôtel-Dieu de Montréal, avant qu'il ne ferme. Et le 3e film donc, de la trilogie, La Ville d'un rêve, là où on va vraiment se concentrer sur les débuts, sur le projet de fondation de Montréal, le projet qui a donné naissance à Montréal. Quel était-il? Qui étaient ces personnes qu'on voulu? Et donc tout se passe, si on voulait, un peu avant qu'on vienne fonder Montréal, pour comprendre les motivations qu'ont poussé ces gens-là à vouloir venir fonder une ville, donc 6 000 ou 5 000 kilomètres plus loin, donc sur une île en plus, enfin. Et donc ça, c'est La Ville d'un rêve, qui est basé, lui, sur en fait, c'est ce que je vous disais tantôt, sur l'histoire du Montréal, donc de François Dolé de Casson. On peut voir le manuscrit original conservé à la bibliothèque Mazarine à Paris, que je consulte, et j'en retrace une lecture, et je veux donner une voix à ce manuscrit. Et c'est Pascal Bussière qui, par la voix de Jeanne Mance, vient nous interpréter un peu cette histoire, et Alexis Martin qui va, lui, lire François Dolé de Casson qui raconte l'histoire des débuts telle qu'elle a été écrite juste avant que Jeanne Mance ne meure, en fait. Donc c'est pour moi un témoignage très authentique. Et puis là, on redécouvre à travers mon voyage. Donc je suis encore très présente également encore dans ce film. Je fais des films au jeu. C'est des films à la première personne. Je suis très présente dans mes films. C'est comme ça que je les vois, que je les ressens, que je veux les porter, les proposer. Et dans ce film-là, eh bien, on va retracer un peu chaque lieu du manuscrit, vont nous amener exactement où les choses se sont passées. Et là, on redécouvre des gens comme si... et qu'on ne voit pas, ils ne sont plus là, Jérôme Leroy de Versière, Jean-Jacques Collier, Jeanne Mance, mais c'est comme si on avait bu un café avec eux la veille. On se retrouve avec des gens qui nous en parlent comme s'ils étaient encore dans leur vie à eux, donc un peu partout sur le parcours de Jeanne Mance en France, en fait, essentiellement. C'est très agréable que vous fassiez la narration en jeu, parce que moi, personnellement, quand j'ai vu le film, j'avais l'impression de marcher avec vous, puis de faire ce voyage-là avec vous. Alors, il y a cet aspect-là qui est enthousiasmant quand on regarde votre documentaire.
Je vous remercie sincèrement d'être venu à notre rencontre, de nous avoir fait découvrir davantage cette femme aventureuse qui est Jeanne Mance. Vous en parlez avec passion, et vous suscitez l'intérêt. Donc, je vais inviter les gens à visionner vos films pour en savoir davantage, puisque là, on a eu le droit en arrière de la scène parfois avec vous, mais c'est toujours agréable de regarder. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer, de nous avoir fait découvrir Jeanne Mance. C'est vraiment une femme aventureuse. Vous nous donnez le goût de la connaître davantage. Un des moyens qui nous est offert, bien sûr, c'est vos 3 films, vos 3 documentaires. Puis, j'imagine que vous allez continuer à parler de Jeanne Mance, puisque je pense que c'est son anniversaire de... Bien, en fait, c'est ça. Cette année, donc on est en 2023, marque le 350e anniversaire de son décès. OK. Alors, c'est intéressant parce que si, donc, dans La ville d'un rêve, je continue à le promouvoir, venez voir sur la page Facebook du film, donc, du film La ville d'un rêve, ou la page Facebook Annabelle Loyola, donc, sur lesquelles je vais parler des prochaines présentations. Donc là, pour l'instant, il part en tournée avec... le film part en tournée avec moi, ou moi je pars en tournée avec le film, disons en tout cas j'ai des dates déjà prévues jusqu'en 2024, donc il va se passer des belles choses encore. Et puis les films sont disponibles aussi, la trilogie sur mes pages Vimeo On Demand, donc on peut les louer 48 heures ou les télécharger. La ville d'un rêve est disponible sur iTunes, sur la bibliothèque Apple TV. Et puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. On va vous suivre. La télé, etc. Mais suivez-nous sur Facebook, parce que pour l'instant, c'est là que ça se passe. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous.